Quand on pense à un film, on pense tout de suite au réalisateur. On se dit, c'est son film, c'est sa vision, son style. Et ce style, eh bien c'est d'abord et avant tout l'image, non? Mais est-ce que c'est vraiment lui qui la fabrique, cette image? Figurez-vous que la plupart des réalisateurs ne touchent jamais à une caméra sur leur propre tournage. Non, ils ne choisissent pas les objectifs, ils ne conçoivent pas les éclairages. Ce travail est en fait supervisé par une autre personne, un personnage clé, le directeur ou la directrice de la photographie. Du coup, la question qui se pose est assez simple. Dans l'identité visuelle d'un film, c'est quoi la part du réalisateur et c'est quoi la part du directeur photo? La réponse, évidemment, n'est pas si simple. En réalité, tout est une histoire de collaboration. Allez, pour y voir plus clair, on va prendre une analogie toute simple. Imaginons un instant le plateau de tournage comme une entreprise. Ça va nous aider à bien situer qui fait quoi. Alors voilà le topo. Le réalisateur, c'est le PDG. C'est lui qui fixe la vision d'ensemble, la direction générale du projet. Le directeur de la photo, lui, c'est un peu le directeur technique, le CTO. Son rôle, c'est de superviser comment la technologie va être utilisée pour capturer cette vision. Pour faire simple, l'un dit « on va là-bas » et l'autre s'assure que le navire a les bons outils et le bon équipage pour y arriver. Bon, maintenant qu'on a le cadre général, on va décortiquer l'image. Vraiment, pièce par pièce. Pour chaque choix créatif qui compose une image, qui a vraiment le dernier mot? D'abord, le placement des acteurs, ce qu'on appelle en anglais le blocking. Ça, c'est quasi exclusivement le domaine du réalisateur. C'est lui qui travaille avec les comédiens pour chorégraphier leurs mouvements. Et pendant ce temps, le directeur photo, il observe et il réfléchit à la meilleure manière de placer sa caméra pour filmer cette action. C'est à peu près la même chose pour la direction artistique, les décors, les costumes. Tout ça est piloté par le réalisateur. Il va définir une palette de couleurs, un style général, et c'est là que le directeur photo intervient, pour voir comment son éclairage va pouvoir faire vivre ou même transformer ses choix. Ah, les mouvements de caméra. Là, on est vraiment au cœur de la collaboration. Le réalisateur va demander un certain effet pour servir l'histoire, par exemple. Ici, je veux une avancée lente pour créer de la tension. Ça, c'est l'intention narrative. Et le directeur photo, lui, va traduire cette idée en une solution technique concrète. Est-ce qu'on met la caméra sur un chariot, un steadicam, une grue? C'est vraiment le pont entre l'idée et sa réalisation. Et le choix de l'objectif alors? Eh bien là, c'est souvent le territoire quasi exclusif du directeur photo. C'est vraiment une partie fondamentale de sa signature artistique. Il suffit de penser à Emmanuel Lubezki, célèbre pour ses objectifs très grand angle, très proches des personnages. Bien sûr, certains réalisateurs ont leurs préférences, comme les frères Safdie, et leur téléobjectif qui donne cette sensation un peu voyeuriste, très tendue. Et on en arrive à l'éclairage, et là, c'est le domaine par excellence du directeur de la photographie. C'est sa contribution stylistique la plus importante, la plus visible. Le réalisateur peut donner une direction générale, bien sûr, comme Terrence Malick qui ne jure que par la lumière naturelle, mais c'est le directeur photo qui, au final, va sculpter la lumière pour créer l'image. Bon, à cette théorie, passons à des exemples concrets. La meilleure façon de mesurer l'impact d'un directeur photo, c'est de regarder les films d'un même réalisateur qui a travaillé avec des collaborateurs différents. C'est là que ça saute aux yeux. Et vous allez voir, c'est vraiment dans la lumière et dans la couleur que leur patte est la plus évidente. La preuve en image. Prenez le cas de Quentin Tarantino. Quand il travaille avec Andrei Sekula, la lumière est dure, froide, elle découpe les ombres au couteau. Et puis, quand il collabore avec Robert Richardson, là, tout change. Les tons de peau sont plus chauds et il utilise sa fameuse technique de lumière qui rebondit sur la table pour éclairer les visages. Même réalisateur, mais visuellement, ce sont deux mondes. Autre exemple fascinant, Luca Guadagnino. Ses films éclairés par Yorick Le Sceau ont une lumière qui vient souvent d'en haut, une exposition plus sombre et une palette de couleurs plus discrète. Mais quand il fait appel à Sayongbu Mukdipruem, l'ambiance change du tout au tout. La palette devient plus vibrante, plus terreuse, la lumière est plus vive et vient des côtés. C'est le même cinéaste, mais on a deux atmosphères qui n'ont rien à voir. Et cette influence, elle ne s'arrête pas au tournage. Elle va jusqu'en post-production, au moment de l'étalonnage. Regardez les frères Cohen. Avec le grand Roger Deakins, on a une image très saturée, très contrastée, avec des tons de peau chauds. Mais avec Bruno Delbonnel, c'est une autre histoire. Le look est beaucoup moins saturé, plus froid, avec souvent une forte diffusion qui donne un aspect plus rêveur, presque onirique à l'image. Donc, on le voit bien, hein, la création de l'identité visuelle d'un film, c'est un jeu d'équilibriste. Ce n'est jamais le travail d'une seule personne, mais bien le fruit d'un partenariat, d'une véritable alchimie. Pour résumer cette relation, on pourrait dire ça comme ça. Le réalisateur fournit le quoi, c'est-à-dire le concept, l'intention, et le directeur de la photographie, lui, fournit le comment, c'est-à-dire l'exécution visuelle et pratique. Finalement, la question n'est pas de savoir à qui revient le mérite. Non, le vrai enjeu pour un réalisateur, c'est de trouver le bon partenaire. La personne qui va non seulement comprendre sa vision, mais qui va la sublimer, l'élever. Parce qu'au bout du compte, l'objectif est le même pour tout le monde, servir l'histoire. Et ça se fait ensemble.
Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Dans un art aussi profondément collaboratif que le cinéma, où des dizaines, voire des centaines d'artistes mettent leurs talents en commun, est-ce que la notion d'un auteur unique a vraiment encore un sens? La question, elle, reste ouverte.